Mesdames et messieurs, bonjour. Un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce jour pour votre émission La Cour commune avec ses différentes rubriques. Ce 15 septembre, eh bien, c'est la journée internationale de la démocratie, un modèle politique qui est en cours dans notre pays depuis un peu plus de 30 ans déjà, pas qu'au Bénin, hein, dans les autres pays également de la sous-région, une démocratie sur laquelle on se pose beaucoup de questions, je vais dire ce modèle qui nous oblige à nous interroger en raison des réalités actuelles. Alors, après plus de 30 ans de pratique démocratique et face aux réalités actuelles, nous voulons faire le débat avec cette interrogation. Existe-t-il une démocratie des démocraties? C'est le sujet de son tabou ce matin, mesdames et messieurs. Pour en parler, j'ai convié Julio Tometti, qui est juriste. Bonjour Julio. Bonjour Angèle Tobola, bonjour le plateau. Alors, j'ai également avec moi le professeur Léon Biobigou, enseignant à la retraite. Bonjour professeur. Bonjour madame, merci de nous avoir invités, merci au plateau. Merci à vous également d'avoir accepté cette invitation. En deuxième plateau, il va nous rejoindre. Il s'agit de Claude Tingbe Azalou. Lui, il a publié récemment un essai politique intitulé La démocratie que veulent les peuples. Il s'agit donc d'un essai politique. Il va nous rejoindre certainement au second plateau. Voilà donc les invités conviés à ces échanges, mesdames et messieurs. Alors, Nadège, nous allons y aller avec la première rubrique de cette émission. Il s'agit du mot du jour et certainement vous avez préparé démocratie. La démocratie, c'est quoi? Nadège nous l'explique dans un instant. Nadège. Bonjour Angèle, bonjour le plateau. Ah ouais, bonjour chers Nadège, je ne vous ai invités. pas salué. Bonjour, vous allez C'est la bien? journée de ce matin. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de démocratie. La démocratie qui s'écrit D, E accent aigu, M-O-C-R-A-T-I-E. C'est un nom féminin. Il vient de deux mots grecs. Démo qui veut dire peuple et krato qui veut dire pouvoir. Nous avons la démocratie qui désigne à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité. Ce dispositif s'effectuait soit de manière directe en soumettant des décisions au vote à tous les citoyens, soit de manière indirecte par des représentants qui étaient préalablement désignés de façon aléatoire ou par élection pour faire des propositions de loi ou prendre des décisions urgentes. Ce thème désigne aujourd'hui tout système politique dans lequel le peuple est souverain. Par extension, la démocratie peut aussi qualifier une forme de société de manière de se gouverner qu'adopte une organisation ou encore un système de valeurs. Nous avons la démocratie directe, qui veut dire le pouvoir est exercé directement par les citoyens sans l'intermédiaire d'organes représentatifs. Nous avons également la démocratie représentative, dans laquelle les citoyens élisent des représentants qui sont chargés d'établir les lois ou de les exercer. Nous l'aurons compris, la démocratie veut également dire le gouvernement du peuple par le peuple. Merci donc à vous, Nadège, pour cette définition. Alors, nous allons faire un tour rapide à la régie pour suivre cette opinion d'analyste politique, de juriste que nous avons interrogé sur la démocratie. Avant de revenir sur tout ce que vous avez dit, Nadège, démocratie, pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, on veut comprendre tout cela. Mais avant de donner la parole à vous, Julio, eh bien, je veux qu'on aille à la régie, qu'on suive cet élément et qu'on revienne pour les échanges. À tout de suite. Quand nous prenons les critères de façon théorique donc, de la démocratie, le Bénin respecte ces critères-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la liberté. Nous sommes libres, j'opine comme ça sur votre chaîne, tranquillement. Et après, j'ai le droit de vote, donc je participe, n'est-ce pas, à la gestion de la cité. J'ai un certain nombre de garanties quand même au sein donc, de cette démocratie. Et donc, je peux me dire que depuis 1990, où nous avons opté pour cette option,
eh bien, ça suit son petit bonhomme de chemin. Et puisque la perfection n'est pas de ce monde, s'il y a des trucs à régler, hein, à ajuster, à réaménager, avec le temps, nous allons le faire. Pour ce qui est des autres États, je constate qu'il faut leur dire à ces dirigeants de respecter leur peuple, bien qu'ils soient dans de la démocratie. Nous constatons à des moments donnés un certain nombre de forcing, n'est-ce pas, pour s'éterniser au pouvoir. C'est ce qui explique d'ailleurs tout ce que nous constatons autour de nous, hein, ces derniers temps. Qui met en œuvre la démocratie? C'est celui qui met en œuvre la démocratie qui porte entorse à la démocratie. Sinon, la démocratie en elle-même est adaptée à toutes les réalités. Si le citoyen qui est élu, qui est censé protéger la démocratie, qui est censé mettre en œuvre la démocratie, eh bien, porte entorse à la démocratie, ce n'est en réalité pas la démocratie qui est mauvaise. C'est plutôt celui qui le met en œuvre, qui porte entorse, et le peuple détenteur du pouvoir au sein donc de ce système démocratique doit pouvoir l'écarter. Alors déjà, on peut se réjouir de ce que la démocratie est en chantier en Afrique. Il faut saluer la plupart des chefs d'État qui ont accepté d'aller à la conférence de Bâle. Vous savez qu'en 1990, c'est à la faveur de cette conférence que la démocratie a été mise en chantier. Et puis, je crois qu'elle connaît des fortunes diverses. Oui, lorsqu'on compare cette démocratie à ce qui se passe dans les pays développés, que sont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, on peut avoir quelques pincements au cœur, parce qu'en Afrique, parfois, ça bégaye, mais pas d'endroit. On peut se réjouir des avancées notables, comme au Bénin. Vous pouvez vous réjouir de ce que, depuis 1990, à la faveur de la conférence des forces vives, le Bénin, évidemment, a innové. Nous avions connu des alternances régulières, parce que les élections s'organisent à bonne date, avec des alternances au pouvoir, parce qu'en démocratie, on dit souvent que ce sont les alternances et les élections organisées à bonne date qui sont les mamelles nourrissées des démocraties, mais il y a aussi la qualité de la démocratie qu'il faut améliorer, parce qu'en fait, une gouvernance démocratique efficace améliore la qualité de vie des citoyens. Et on peut constater depuis un moment qu'après 3 décennies d'expérience démocratique, il n'y a pas d'endroit dans certains pays, comme au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, quelques avancées notables. Par contre, en Afrique centrale, et depuis un moment, dans les pays du Sahel, on a noté évidemment qu'il y a des ruptures démocratiques. Mais ces ruptures parfois sont liées non seulement à la qualité de la gouvernance, mais aussi au modèle de démocratie qui est mis en œuvre. Vous savez que le modèle, évidemment, n'est pas parfait. Nous avons nos cultures, nos traditions, nos pratiques. Si vous observez par exemple au Bénin qu'il y a des élections régulières et de l'alternance, par contre, dans certains pays comme au Togo, on a le sentiment que c'est une transition dynastique. Ça a été encore récemment le cas au Gabon, avant le coup d'État qui est intervenu le 30 août 2023. Vous constatez évidemment que dans certains pays, l'alternance n'existe presque pas. Je vais citer le cas du Cameroun, et on peut encore citer le cas, je crois, du Congo-Brazzaville. Le président Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1977. Il n'y a pas eu d'alternance. Je ne vais pas citer le doyen des chefs d'État qui est en Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. Donc il y a de ces situations qu'on observe en Afrique. Le refus d'alternance, en fait, pas un refus. Il y a peut-être une complicité des citoyens avec, ou les institutions qui sont mises en place pour accompagner le processus démocratique ne sont pas des institutions assez efficaces, parce que ces institutions n'arrivent pas à rappeler peut-être les chefs d'État à l'ordre, où il n'y a évidemment pas d'endroit que la Constitution permet que le chef d'État s'éternise au pouvoir, qu'il multiplie ses mandats et qu'il laisse pouvoir ad vitam aeternam, ce qui est regrettable. Il est arrivé qu'on constate des couacs, c'est de petites erreurs. Et c'est dans l'application de toutes choses. Dès lors que vous mettez quelque chose en place, ce n'est qu'avec le temps que vous allez, ce n'est que le temps qui va révéler, eh bien, les imperfections de ce modèle-là qu'on a tenté depuis 90, ou qu'on est en train d'expérimenter depuis 90. Donc, dès que ces impressions vont se révéler, eh bien, nous allons ensemble le corriger. C'est ça. Non, au fur et à mesure, ça ne sera jamais terminé. Ça ne sera jamais terminé. Même dans 100 ans, dans 200 ans, les générations à venir vont constater toujours des imperfections et au fil du temps, nous allons les corriger au fur et à mesure, n'est-ce pas, pour rendre parfait ou presque parfait
notre modèle démocratique. Sinon, pour moi, à l'étape actuelle, c'est le meilleur système. Et c'est le système dans lequel je me sens le mieux. Vous voyez, je parle maintenant, souris aux lèvres. Et puis, il arrive même que, malgré que je sois mouvementé, que je critique le gouvernement, parce que c'est vrai que moi, je ne le fais pas comme les gens le font en criant, en bavardant, n'importe comment. Je sais où est-ce que je vais m'adresser. Je m'adresse pour dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça là. Et puis, c'est la démocratie seulement qui me permet ça. L'autre système que vous connaissez, tu dis ça dans l'autre système, on te fout quelque part en prison. Vous comprenez? Donc, je pense que la démocratie, c'est le meilleur système, c'est le meilleur modèle, et donc pour le développement de nos États. J'en suis totalement convaincu. Est-ce que les démocraties qui ont été mises en Afrique, parce que ce n'est pas les mêmes formes, vous avez vu que le modèle démocratique mis en chantier au Gabon n'est pas le même modèle que celui qui est en chantier au Bénin. Et le modèle du Bénin n'est pas celui, par exemple, du Tchad. Vous avez vu que là, encore au Tchad, je n'ai pas évoqué ce cas, c'est une transition dynastique. Les démocraties telles que pratiquées en Afrique méritent d'être réaménagées. Vous avez vu que le président, en fait, la chancelière Angela Merkel a passé une longévité exemplaire au pouvoir, mais on n'a pas parlé de refus d'alternance, on n'a pas parlé de mandat constitutionnel répété. Vous avez vu en Russie, Poutine, on n'en parle pas, peut-être qu'il est jusqu'en 2030. Ailleurs, vous avez vu aux États-Unis, il y en a qui ont fait plus de mandats. Donc, il faut dire en fait que lorsqu'on observe les démocraties actuelles, il y a peut-être qu'en Afrique, il faut apporter un toilettage et veiller à ce que ce soit en cohérence avec les aspirations des populations. Mais il ne faut pas que nous puissions utiliser les armes pour établir la démocratie. Il faut trouver des structures qui veillent à accompagner les chefs d'État, un peu comme ce qui se passe au Bénin. Vous avez vu qu'on a créé le BAI en 2016 et on a adjoint au BAI à partir de 2017, les unités présidentielles suivies. Mais si les missions initiales qui ont été créées, qui ont été attribuées à cet outil important, étaient respectées, n'étaient pas exécutées partiellement, je crois que le Bénin serait le meilleur modèle de démocratie en Afrique. On a seulement qu'à revoir le BAI, une nouvelle formule, et l'ériger en un ministère, en fait, j'allais dire en un super ministère, qui va s'occuper des fonctions administratives et faire le suivi et l'évaluation pour aider le chef de l'État et l'éclairer dans la prise de décision, mais aussi l'éclairer sur les corrections, les remédiations à apporter à la gouvernance et en cas d'audit ciblé, exécuté. Alors, Julio, voilà ce qu'on dit, ceux-là que nous avons interrogés. L'expression pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple est revenue de nombreuses fois. Que doit-on comprendre de tous ces éléments-là concrètement? En fait, quand on dit démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça résume en fait deux réalités. Il y a une réalité sociologique qui doit s'allier à une réalité politique. C'est-à-dire quoi? Les décisions politiques doivent refléter, en fait, doivent être l'émanation de la réalité sociale. Et donc, celui qui parle de réalité sociale parle en fait du peuple. En fait, comment vit le peuple, comment le peuple voit, ou bien même comment le peuple participe aux décisions et à la mise en œuvre de ces décisions. Parce qu'il y a un principe assez clair qui dit, lorsque les individus participent aux décisions, la mise en œuvre ou l'application est des plus aisées d'une certaine façon. Donc, en fait, pour remettre d'une certaine façon le peuple au cœur de la démocratie, donc le peuple est le cœur qui fait battre en fait tout système démocratique. Donc, ça ne pourrait exister, ça ne pourrait fonctionner si elle ne met au centre en fait le peuple. Et donc, comme diraient certains, en le faisant, en fait, on garantit deux éléments fondamentaux qui participent de l'épanouissement de l'homme, c'est la liberté et la promotion de la paix. Donc, lorsque ces deux aspects sont garantis, la plupart du temps, et que le système politique est bien coordonné, on va dans une certaine aisance, en fait, vers le mieux-être que nous appelons aujourd'hui, de cette manière, comment dire, la bonne gouvernance à travers, comment dire, le développement. Donc, c'est en cela que, d'une certaine façon, le débat se pose de savoir est-ce qu'il est possible d'allier en fait démocratie et développement. Est-ce que les contraintes en fait démocratiques
ne seront pas un frein en fait pour aller au développement, de sorte que Platon a préconisé une certaine monarchie de la démocratie. C'est pourquoi votre thème m'intéresse très bien. D'autres parleront de la monarchie de la démocratie ou de la démocratie de la monarchie. Nous avons entendu ici, on a entendu ici dans ce Bénin d'un acteur politique la dictature de la démocratie d'une certaine façon. Donc, en fait, on peut lier tous les thèmes. Cela veut dire en fait véritablement que l'application des préceptes en fait démocratiques pose véritablement problème, et donc il va falloir redéfinir pour voir en fait, en tenant compte de nos réalités sociales aujourd'hui, des aspirations du peuple, quelle est la forme de gouvernance, d'accord, la meilleure pour pouvoir, comme je disais tantôt, garantir la paix et la liberté, en même temps qu'elle nous permet en fait d'aller au développement. D'accord. Alors, au cœur de ce système, on met le peuple. Qu'est-ce que les peuples ont apporté concrètement dans cet exercice de démocratie-là, professeur Léon Banoum? Je vous remercie. Et vous voyez, lorsque on aborde cette question-là, il y a un élément fondamental que la plupart de nos responsables européens ou en tant qu'être humain, il y a un élément fondamental dont les gens ne tiennent pas compte dans les prises de décision, dans les règles et tout ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce fait-là que le Créateur, peu importe le nom qu'on lui donne, il n'a pas créé deux individus identiques. La base est là. En bien ou en mal, la base est là. Le Créateur ou l'être humain est unique en son genre. Et c'est de là qu'il faut tirer toutes les conséquences possibles. Unique en son genre, comment? Qu'on soit noir, blanc ou tout ça. C'est pour cela que peut-être les Occidentaux, les Européens ont compris ça très tôt avant nous, quand ils parlent de l'empreinte digitale. C'est là le vrai problème. Empreinte digitale, parce que même les jumeaux, les vrais jumeaux, pour les distinguer, c'est à travers l'empreinte digitale. Donc, chaque individu est unique à son genre. Alors, sur cette base-là, première leçon à tirer, en tant qu'être unique, vous ne pouvez pas tout avoir. Et ce qui vous manque, c'est chez les autres que vous pouvez l'obtenir. Et c'est pour cela qu'on dit, mais sans peuple, sans population, il n'y a pas de chef. Et dès que nous parlons de démocratie, c'est dans quel contexte culturel nous sommes. Tout à l'heure, en donnant comment on appelle les définitions, on remonte toujours à la civilisation grecque, à la civilisation romaine, et européenne et tout et tout. Mais nous existions. Les peuples africains existaient avant qu'ils deviennent aussi. Eux, dans leur contexte à eux, comment ils ont géré justement ces questions-là. Et, comme le disait tout à l'heure, dans leur contexte grec, Démos, c'est le peuple. Cratène, le pouvoir du peuple, pas le peuple. Et chez nous, en Afrique, on avait aussi notre système. Notre système, c'est quoi? C'est ce rassemblement-là, sous les gros arbres, à l'ombre, pour débattre des questions qui concernent tout le monde. Chacun a ses problèmes chez lui, mais quand il s'agit des questions concernant l'ensemble de la population, au niveau du village, au niveau de la région, les gens savaient très bien comment ils se réunissaient pour les régler. Chez eux, chaque peuple a sa manière de faire face à ses problèmes. Mais d'une manière ou d'une autre, lorsque le problème est réellement posé, pour qu'on puisse s'assurer qu'on aura la paix, on veut écouter tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'allez pas prendre votre problème de famille pour aller exposer. C'est sérieux, mais il s'agit des problèmes qui concernent l'ensemble des peuples du village ou de la région. Et c'est sur cette base-là que les autres, lorsqu'ils nous ont colonisés, qu'on le veuille ou pas, ceux-là qui nous ont colonisés, ils ont puisé ces concepts-là où, quand on parle de la civilisation gréco-romaine, ce n'est pas pour rien. Mais les Français ou les Anglais et tout ça, quand ils sont venus nous coloniser, et même en remontant, ils remontent toujours à la civilisation grecque ou romaine.
Alors, de ce point de vue, leur vision par rapport à la nôtre, ce n'est pas la même chose. Mais ça fait que... Nous l'avons copié quand même. Non, je voudrais en arriver là. Il s'est fait que justement, ceux qui sont minoritaires pour venir nous voir chez nous, justement, c'est eux qui nous ont imposé cette fois-ci notre manière de nous comporter. Comme si on n'avait absolument rien, nous, pour nous comporter. Or, quand on avait des royaumes, on avait des fédérés, on avait tout, c'était organisé dans notre système à nous. Mais pour mieux nous avoir, et ils sont venus pour nous imposer leur manière de voir, jusqu'à notre manière de marcher, de nous habiller. La belle preuve jusqu'à présent, on parle de tenue correcte. Quand on parle de tenue correcte, c'est en se référant à quoi? Aujourd'hui, la langue que nous parlons, c'est notre langue. Combien de Béninois ou d'Africains aujourd'hui, à l'école, peuvent parler correctement le langue? À partir du moment où déjà, on vous a eu au niveau du fondamental même de votre culture, ça veut dire que vous ne pouvez que... Voilà pourquoi on dit copier. Eux ils sont venus pour nous imposer d'une manière ou d'une autre leur vision du monde et laisser de côté ce que nous avions justement. Et c'est là la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui. On parle de démocratie. Mais à partir du moment où nous avons dit, bon, vraiment, on a été colonisé, on a eu notre indépendance, on a 50 ans, 60 ans et plus d'indépendance, par rapport à notre indépendance, comment nous-mêmes nous avons pris conscience de ce que les autres nous ont imposé, parmi les choses qu'ils ont imposées, qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Donc vous êtes en train de dire qu'après plus de 30 ans, on a réellement encore trouvé nos repères. Non. Et justement, c'est parce qu'on a ces problèmes-là, on n'a pas su bien qu'on en est arrivé à avoir beaucoup de risques jusqu'à ce que justement, en 90, qu'on en arrive d'une manière ou d'une autre à pouvoir nous ressaisir et pour dire, mais repensons autre chose pour qu'on en soit arrivé à ce que l'écoute. Cette écoute qu'on avait dans notre histoire en tant que peuple africain, quand il y a un problème, on se retrouve chez le chef ou le roi ou au niveau de la place publique pour les régler. Donc, du coup, je dis par rapport à cette question aujourd'hui, pour comment on appelle, le sujet est très bien venu, à savoir quelle démocratie, pour la démocratie. Alors, donc, en fait, ma question tout à l'heure, c'était de savoir l'apport concrètement des peuples. L'apport des peuples, c'est là où je voudrais en arriver. Oui. Mais quand on parle de l'apport des peuples, entre nous, quand nous parlons des peuples, c'est bien bon, hein, quand on le dit. En réalité, vous voyez comment les peuples sont manipulés? J'ai dit à vrai dire. Vous voyez comment les peuples sont manipulés? En réalité, quand on dit on écoute les peuples, tout écoute, oui. Quand on a écouté au bout du rouleau, j'ai dit bien au bout du rouleau, parce qu'en réalité, on dit le pouvoir du peuple, pas le peuple et pour le peuple. J'ai dit le pouvoir du peuple, pas le peuple et pour le peuple. Objectivement parlant, lorsqu'on constate cela, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que nous avons connu en Afrique de façon générale? Ça continue. Les différents coups d'État, tout ce que nous constatons. Si c'était fondamentalement le pouvoir du peuple, pas le peuple et pour le peuple, ça veut dire qu'en réalité, fondamentalement, si le peuple constate que ce qu'il a mis et effectivement essaye d'aller dans le sens de l'autre, il y a vraiment pas beaucoup moins de crises. S'il y a des crises, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mécontents que ceux qui s'arrangent. Dès qu'un système est amené en place, qu'on le veuille ou pas, souvent il y en a ceux qui, n'est-ce pas, qui s'en réjouissent et il y en a qui se sentent. Lorsque ceux qui se sentent opprimés, s'ils sont majoritaires, alors c'est de là que les problèmes commencent. Si on prend, regardez aujourd'hui, il y a des qui est arrivé où on sent une certaine stabilité et tout, et il y a eu des crises, on en est arrivé finalement. Parce que chaque fois qu'il y a une crise, d'une manière ou d'une autre, on réfléchit, on trouve des solutions. Ce qui m'est arrivé en 1990, où on a frôlé, n'est-ce pas, les catastrophes chez nous. Dieu merci, on en est arrivé. Et par rapport à ça, c'est lorsque justement on est arrivé à intégrer un certain nombre de nos principes africains qu'on en soit arrivé à ça. Mais à partir du moment où réellement, et ça c'était mon souhait à moi, lorsque on a vu ce qu'on a frôlé comme catastrophe, chaque année justement, on devait nous rappeler, je dis bien chaque année, on devait rappeler justement
cette question-là pour que plus jamais des choses du genre ne nous arrivent. Parce que c'est lié à notre développement. D'accord, oui. Je reviendrai à vous. Alors, Julio, dans quel registre ce pouvoir du peuple a été mis? Je veux dire, quel est le rôle concrètement de ce peuple dans l'exercice de la démocratie? C'était la question en réalité. En fait, est-ce que c'est encadré ce pouvoir-là? Oui, je vais rappeler d'abord les 3 conditions d'existence ou de manifestation de la démocratie. La première, c'est ce qu'on appelle l'état de droit ou la limitation du pouvoir de l'État. La limitation du pouvoir de l'État, c'est la soumission de l'État à ses propres lois, de cette façon, pour que en fait, un gouvernant ne se croit pas en fait, au-dessus de tout le monde. La deuxième condition, c'est avoir des représentants qui sont imbus, d'accord, ou bien qui sont mus de l'intérêt commun. La troisième condition, c'est ce qu'on appelle en fait, la conscience de la citoyenneté, qui entraîne la reconnaissance du pouvoir d'État. La conscience citoyenne qui est soumise d'une certaine façon à une sorte d'éducation citoyenne. C'est-à-dire quoi? Un peuple qui ne connaît pas en fait les pouvoirs politiques, un peuple qui ne connaît pas ses droits, ses obligations, un peuple qui ne connaît pas comment interagir avec le pouvoir politique ne saurait vraiment jouer concrètement son rôle. En fait, et donc, sous nos cieux, c'est là toute la problématique. Est-ce que les populations que nous avons, la masse que nous avons, la masse est fondamentalement renseignée et imbue, d'accord, de ce qu'il a comme privilège, comme prérogative, de comment il va interagir avec les institutions politiques? C'est là que se pose la question. Parce qu'à partir du moment où, en fait, cet élément que les gens considèrent, vous l'avez dit tantôt, le peuple est mis au cœur de tout. Mais alors que dans la réalité, le peuple est, en marge de tout d'une certaine façon. C'est pourquoi vous l'auriez remarqué, ce n'est pas seulement au Bénin, en Afrique, c'est un peu partout dans le monde. Nous avons une sorte de désaffectation d'une certaine façon. Vous le noteriez, en fait, les taux de participation aux différentes élections. Vous voyez comment, en fait, d'année en année, l'engouement tombe. Je disais, ce n'est pas qu'au Bénin, ce n'est pas qu'en Afrique. La France, la dernière fois, on l'a remarqué. Pour une première fois, on est descendu au moins de 65% de taux de participation. C'est véritablement une problématique d'une certaine façon. Et donc, la deuxième problématique, c'est quoi? Est-ce que, comme je le disais tantôt, est-ce que les réalités politiques, d'accord, continuent de s'accorder avec les réalités sociales? Là encore, un deuxième dévasage qui fait que, véritablement, on ne voit pas véritablement l'onction du peuple dans ce qui se fait. De sorte que les gens finissent par dire, en fait, ce que nous avons en termes de démocratie n'en est pas forcément un. Nous sommes dans une sorte de pouvoir de l'élite, ce que les philosophes appellent l'oligarchie d'une certaine façon. Parce que ce n'est plus la gouvernance par le bas, mais ça devient par le haut. Et donc, à partir de ce moment-là, la base, le peuple ne se retrouvera pas déjà. Donc, il y a une sorte de déséquilibre, de sorte qu'il n'y a pas l'articulation nécessaire pour faire bien fonctionner les 3 paliers dont nous venons de parler tantôt. Limitation du pouvoir d'État, les représentants ayant la conscience de l'intérêt commun et les citoyens informés et aguerris de ce qu'ils ont comme privilège en termes d'interaction avec les pouvoirs politiques. Et que le professeur me permette de ne pas partager les mêmes points de vue. Je n'ai pas le sentiment que nous ayons copié quelque chose. Moi, je suis d'une génération où c'est l'universalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'enfermer pour dire voilà nos réalités, voilà ce que nous avons toujours vécu, et donc nous n'allons pas progresser, nous n'allons pas évoluer, nous n'allons pas nous accommoder avec le reste du monde. Parce que lorsqu'on le fait, on contient, puisque la manière de réfléchir de la génération du professeur n'est pas la même. Nous n'avons pas connu la même réalité. Nous avons connu une réalité où nous estimons que ce qui se fait ailleurs peut se faire chez nous. Nous estimons que nous pouvons aller dans les mêmes universités que les autres. Nous pouvons réfléchir de la même façon. Nous pouvons à importer des choses des autres, comme bien les autres peuvent importer les nôtres. Donc, nous sommes dans une sorte d'universalité. Parce que lorsqu'on ne tient pas compte de ça, vous savez, aujourd'hui, ça fait 1 an, la crise en Iran sur la question des voiles, ça fait 1 an. Une réalité contenue déjà plus de 40 ans, qui aujourd'hui fait boom. Parce que à un moment donné, on n'a pas tenu compte de la réalité. On s'est dit, on peut rester. Non, on ne peut pas peut-être copier la réalité américaine ou européenne. Non, ces réalités ne sont plus des réalités européennes et africaines. Tous les êtres humains aujourd'hui aspirent à plus de liberté, à plus d'égalité. Et donc,
on ne peut plus dire que nous allons continuer à rester tels que nous sommes parce que le monde évolue, les réflexions évoluent. Nous n'avons plus les mêmes sources d'informations aujourd'hui. Tout se diversifie. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je considère que ce n'est pas en fait forcément des réalités ou bien des modèles politiques copiés, mais c'est des modèles politiques que nous trouvons que ça peut s'accommoder. Et nous pouvons nous y accommoder parce que nous y avons trouvé en fait des valeurs que nous pouvons expérimenter pour notre bien-être. Parce que, imaginons un peu, est-ce que notre manière de réfléchir aujourd'hui nous permet de repartir dans le passé? Parce qu'aujourd'hui, même les sociétés démocratiques que nous estimons que nous avons copiées, leur premier mode de gouvernance n'a pas été la démocratie. Donc eux-mêmes, ils ont quitté, ils ont fait du chemin. Oui. Donc faisons le chemin aussi. Donc accommodons-nous. N'avons-nous pas suffisamment fait le chemin de 90 à 2023. Accommodons-nous à cette universalité. C'est vrai, le problème, c'est que la démocratie porte des contraintes, aussi bien pour les gouvernants que pour les gouvernés. Beaucoup plus pour les gouvernants. Et donc à un moment donné, lorsqu'on n'arrive pas à s'accommoder avec les contraintes, on cherche à trouver les failles de la démocratie qui nous amènent à des moments donnés vouloir les remettre en cause. Et en voulant les remettre en cause, nous allons vers notre passé. Donc je considère que nous pouvons corriger en fait l'état de la démocratie et faire de la démocratie un modèle politique qui, d'une certaine façon, nous garantit la paix, la quiétude et le bien-être d'une certaine façon. Donc, je n'ai pas le sentiment que nous ayons copié. Nous sommes dans un processus et ça va se parfaire. Ça, c'est ma conception. Ça, c'est ma conception de la chose. Les défiances des institutions parce qu'on a donné le pouvoir au peuple. Corriger jusqu'à quand? Supporter ce modèle jusqu'à quand pour le corriger? Je le disais tantôt. Parce que, en fait, faut pas l'oublier, le peuple est au cœur de toutes ces réalités dont nous voulons parler. En fait, ceux qui sont dans la majorité, je insistais sur l'éducation, de manière générale, et l'éducation citoyenne. La prise en compte de l'intérêt commun, du bien commun. Parce que le peuple aujourd'hui, ceux que nous éduquons à la base, c'est ceux qui deviennent les dirigeants demain. D'accord? Et à partir du moment où ils sont bien moulés dans dans les valeurs démocratiques, je pense que la mise en œuvre, d'accord, lorsqu'ils auront peut-être une certaine ascension, lorsqu'ils seront d'une certaine manière au niveau des instances décisionnelles, la mise en œuvre de ces valeurs démocratiques ne devrait plus être un problème en effet. D'accord. Alors, professeur, voici ma question. Il a dit qu'il faut faire l'expérience. Bon, 3 ans ne sont pas suffisants pour lui, il faut continuer. Oui. D'accord, mais si on doit aller à la source, à quoi est dû ou bien quelles sont les causes de crises actuelles qui remettent en cause nombre de systèmes démocratiques? Je vous remercie. Si on pose la question de savoir qu'est-ce qui peut être la cause, il a dit, et c'est le juriste, mais nul n'est censé ignorer la loi. Dites-moi concrètement, pour les lois importantes, quelles sont les dispositions, je dis bien, quelles sont les dispositions prises pour que réellement nul ignore la loi. Mais quand quelqu'un ne connaît pas et on le sanctionne, on est là, il a fait ci, il a fait ça. Mais concrètement, quand moi je cherche à voir, quelles sont les dispositions qu'on prend lorsque une loi a été votée, promulguée et tout, quel est le système mis en place pour que réellement que les citoyens ne puissent pas ignorer ces lois. On va lui appliquer le nul est censé ignorer. Il se doit de connaître la loi. Peu importe, il se doit de la connaître. Tu lui repasses souvent. Je regrette. Mais mon père qui n'a jamais été à l'école. Je dis bien, mon père qui n'a jamais été à l'école. Les parents qui n'ont jamais été à l'école. La loi, c'est pas seulement pour les intellectuels, ceux qui savent lire et écrire. Mais je regrette. J'ai fait l'Assemblée nationale. Et c'est parce que ça ne passait pas justement qu'on a mis en place le réseau des parlementaires et populations de développement. Je sais ce que nous faisions pour pouvoir, justement, parce qu'il y avait cette injustice-là, il faut qu'on ait le courage de le dire. Nous sommes issus, comme nous sommes ici, des familles pauvres. Concrètement, quand regardez tout ce que de beaux textes. J'ai dit, le Bénin n'a jamais souffert de textes. Mais le Bénin a toujours souffert de l'insuffisance dans la vulgarisation des textes, dans la connaissance des textes. Et en principe, tant qu'on n'a pas mis en place un système pour s'assurer que les citoyens connaissent les textes avant de les appliquer. Oui, tant que ce n'est pas vulgarisé, pour ne pouvoir pas opposer ça à un citoyen. C'est bien beau, on est censé ignorer la loi, mais concrètement, je dis personnellement, concrètement,
Quelles sont les dispositions qu'on prend avant? Parce qu'il y a même des délais par rapport à cela. Il m'arrive même, je ne veux pas donner les noms, à des gens qui devraient être censés connaître les lois. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, mais ça se trouve où cette loi? Alors qu'en principe, là où les intérêts, les lois là, on se dit là. Lorsque, par exemple, quelqu'un a des problèmes, moi j'ai vécu beaucoup de choses sur le terrain. Et un chien d'un paysan, que croit le chien, et il est tombé et tout ça, et on va sanctionner, on appelle le propriétaire du chien et tout ça. Mais il y a des choses, c'est pas rester en ville pour voir. Nous sommes venus de la campagne. Et nous avons beaucoup de choses qu'on observe. Nous avons de très beaux tests, mais nous avons des insuffisances au niveau de la vulgarisation des tests et au niveau de leur application. Voilà pourquoi je dis chaque fois qu'on a des insuffisances. Pour les Européens, quand ils viennent, concrètement, quel est leur objectif? C'est de voir justement comment nous puissions être dans des conditions que nous soyons toujours des dépendants. Ça, je suis entièrement... Je ferme là-dessus. Et quand on a au niveau de certains entretiens, par rapport à ce que les gens disent et tout, et les rapports qu'on entretient avec nous, mais est-ce que, vous voyez aujourd'hui, les instabilités, quand vous prenez chaque fois que dans un régime, il y a instabilité d'une manière d'une autre, vous revenez, vous verrez la manière dont on considère, par exemple, nos chefs d'État, quand ils sont chez eux, et quand ils sont chez nous, on sait comment ils sont, et quand les nôtres sont là-bas, vous voyez quel comportement on a. Donc il y a encore des problèmes de fond. Voilà pourquoi on dit il faut faire notre autocritique, à quel niveau se trouvent, n'est-ce pas, nos insuffisances pour... Ça c'est clair. Mais si nous voulons attendre que ce soit ceux-là qui ont intérêt à ce que nous soyons dans les situations où nous serons exploitables, redevables, on n'ira nulle part. Quand vous faites l'autocritique, peut-être à votre niveau, quand vous le faites, quel bilan en tirez-vous de cette pratique que nous avons? Non, justement, lorsque vous avez vu ce que nous avons frôlé comme crise, avant qu'on en arrive là, pendant le bilan qu'on a fait, je dis, je constate qu'il y a des niveaux où, sincèrement, le dynamisme, j'ai dit le dynamisme qu'on maintenait par rapport à tout ce qu'on avait décidé en 90, et c'est pas pour rien que je disais qu'il faudrait que chaque année, qu'on n'oublie pas ça. Si vous faites aujourd'hui une sorte de Vox Populi, demandez, bon, par rapport à 90, il y a des gens qui vous disent, mais bon, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Alors, ceux qui ont vu, ceux qui sont au courant, parfois des non-dits, ça de quoi? Des questions. Donc voilà pourquoi je dis, vous avez vu, depuis 90, on a connu une stabilité. Mais on a des risques. Il y a des actes quand on observe, quand on écoute, je dis bien quand on observe, quand on écoute, il y a encore, je vais dire, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce qui se passe dans les sous-régions et tout ça, vous croyez qu'eux ne veulent pas vivre, eux ne veulent pas la paix, la ceci, cela. Faisons beaucoup attention et d'observer objectivement à quel niveau se trouvent nos insuffisances pour mettre l'accent là-dessus et comment faire pour que justement tout ce qui s'est passé là, que ça soit vraiment du passé. Et c'est en cela que les archives ont un sens. Vous voyez, les archives ont un sens. Julio, vous qui voulez qu'on fasse le temps pour pouvoir parfaire ce modèle-là. Par exemple, la crise actuelle dans la sous-région, il faudrait que je revienne là-dessus, la crise actuelle dans la sous-région où on suspend un processus démocratique prétextant qu'ils n'assurent plus leur rôle, ils sont plus féodés à l'Occident, vassals de l'Occident, etc. À quoi cela est dû? Peut-être que vous avez occulté cet angle-là. Non, je ne l'ai pas occulté. Je ne l'ai pas occulté. Si vous me permettez, avant que je ne l'oublie, je vais revenir à votre question. Je voulais dire un mot sur la question de, comment dire, de la notion de cette situation de nul n'est ignoré. Ah, nul est censé ignorer la loi. Ignorer la loi. Professeur, le chien qui est sorti et qui, de son fait, a fait que le motocycliste est tombé. Peut-être il s'est blessé. Et qui va en payer le prix? Et qui payera le prix de cet incident-là? Je fais référence à l'article à l'article 382 et suivant du Code civil
tout fait quelconque de l'homme qui cause autrui, qui cause dommage à autrui, oublie celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. Oui. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas prétester de ce que vous ne connaissez pas la loi pour vous délier en fait de vos obligations. Mais il a posé un problème de fond. Qu'est-ce qui est fait pour qu'on connaisse justement, pour que ce que vous dites, c'est très bien. Vous venez sur ma voix. Justement. S'il le savait. En fait, il y a deux conditions pour que cela se réalise. On n'a jamais dit, moi je l'ai dit souvent, on n'a jamais dit que le citoyen doit connaître toutes les lois de la République. C'est impossible. Et je vais le dire. Même les avocats, même les spécialistes ne connaissent pas tous. Mais pour chaque domaine, ou bien pour chaque aspect qui intéresse, l'on doit fouiller. En fait, c'est quoi? Je ne peux pas aujourd'hui, ce que je dis simplement, c'est très simple. Je ne peux pas aujourd'hui m'hazarder sur les plateformes sociales sans m'informer du code du numérique. Je ne peux pas faire de l'élevage sans me demander, mais il doit avoir une réglementation, sans me faire référence au code pastoral d'une certaine façon. Donc, pour moi, et c'est une responsabilité partagée. La première condition, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'éducation. Et c'est deux choses. Soit nous faisons que tout le monde soit alphabétisé, ou bien nous travaillons à ce que nos lois également soient traduites dans nos langues nationales pour plus d'accès. C'est celle que nous avons là. J'ai vu la dernière fois un parti politique qui a organisé une séance de reddition de comptes. Je ne vais pas nommer. Je vais espérer que ces séances de reddition de comptes ont été bien au fond. Et non pas qu'il s'agit seulement de dire nous avons voté telle loi, dans le cadre de ci, dans le cadre de ça. Mais de travailler à faire connaître le contenu ou ce qui intéresse les populations par rapport à ces lois qui ont été votées. Et revenir chaque fois quand il y a une loi qui intéresse par exemple en fait les questions, la réforme sur l'état civil. Jusqu'aujourd'hui, pour faire les dates de naissance, les dates de décès, beaucoup se perdent encore d'une certaine façon. Il y a réforme, mais fondamentalement, on n'a pas été informé au fond. Donc, c'est de la responsabilité des gouvernants, c'est de la responsabilité de tout le monde qui sent un peu de lumière pour en apporter aux autres d'une certaine façon. Parce que plus notre société est éclairée par rapport à ce qui, régit sa vie quotidienne, plus nous en sortirons. Je reviens à la question. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. C'est une fiction juridique. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde doit connaître toutes les lois. D'accord, mais on ne peut pas prétester de ce qu'on n'a pas, on ne connaît pas la loi pour se délier de ses obligations. C'est trop facile. Mon frère, sur ce plan, je n'entendrai jamais. Dans la mesure où, si on dit qu'on a des gouvernants, si on a élu les gens, ils sont là, c'est pour faire quoi? C'est pour contribuer, c'est pour amener le peuple à un mieux vivre. Et si on doit appliquer les lois, il ne sait même pas pour lui. Ce que vous dites là, ça c'est le raisonnement du juriste, de l'intellectuel qui comprend tout. Mais si tu n'en as jamais été à l'école, personne ne lui a parlé de ça. On dit, ton chien, quelqu'un connaît ton chien, il est tombé, et on le traîne devant la justice. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Moi, je suis issu de la pauvreté, du village. Je suis issu du village. Et je me combattrai par rapport à ça. Il y a des questions sur lesquelles notre raisonnement d'intellectuel, de haut cadre, de ceci, cela, nos populations ne sont pas à ce niveau-là. Combien de fois, je dis, la plupart des textes qu'on prend, quand on dit nul n'est censé, ce n'est pas tous les textes, mais combien de fois réellement on a mis l'accent sur la vulgarisation de ces textes avant de les appliquer. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais, il y a plein de gens qui sont là à des postes par rapport à ça. Je ne parle jamais en l'air. Je dis, pour les textes fondamentaux, que les gens doivent connaître, quelles dispositions on prend justement pour que... Mais dès qu'il y a un problème quelque part, on les sanctionne. Et c'est là qu'il parle comment on appelle, d'injustice. Et c'est ce qui fait qu'il y a l'instabilité dans la plupart de nos pays. Le fait de ne pas jouer réellement le rôle qu'on doit pouvoir jouer, là où on est, c'est mon problème ça. D'accord. Merci. Je prends vos derniers mots. Le fait de ne pas jouer son rôle correctement, ou le fait de mal les jouer. C'est pourquoi ce qui se passe, en répondant à votre question, ce qui se passe, c'est de l'irresponsabilité de notre élite ou l'irresponsabilité des gouvernants d'une certaine façon, de manière générale, qui entraîne ça. Moi, je suis fondamentalement, vous l'auriez noté, je suis très accroché à la démocratie, d'accord? De sorte que on doit travailler davantage à la promouvoir. Mais la pratique telle que nous le constatons, d'accord,
c'est ça qui fait que d'une certaine façon jette du discrédit sur la démocratie. Pourquoi je parle de la responsabilité de l'élite ou des gouvernants d'une certaine façon. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous manquez le deuxième aspect dont je viens de parler, la prise en compte des intérêts communs et la soumission de l'État à sa propre loi, lorsque vous avez une certaine défaillance sur ces deux éléments-là, vous avez tendance à croire que vous êtes tout puissant et que avec la force que l'État met à votre disposition en tant qu'individu, en tant qu'institution, vous le mettez, vous le prenez, d'accord, à votre seul usage contre en fait la masse, contre le peuple que vous êtes censé diriger. Et à partir de ce moment-là, vous le noteriez. La dernière fois, moi j'ai été très choqué de lire, l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, qui après 32 ans, fait l'aveu de ce que elle a failli, qu'elle s'est laissée corrompre, elle s'est laissée 32 ans à la Cour constitutionnelle, l'institution suprême qui est chargée de la régulation des institutions. C'est-à-dire quoi? Pour dire que tout ce qui s'est passé au Gabon ces 30 dernières années, s'il y a une seule responsable, c'est cette dame-là. Donc, c'est pourquoi je disais que c'est la non prise en compte, d'accord, de l'intérêt commun, d'accord, on s'assujettit rapidement à des individus, oui, mais qui représentent quelque chose dans les institutions. Et à partir de ce moment-là, tout est galvaudé. Et c'est ce qui justifie en fait qu'on dit, lorsque pendant longtemps, vous avez utilisé la force publique pour caporaliser la République, parce qu'il ne faut pas l'ignorer, qui parle de démocratie, parle aussi, c'est la République préside à la démocratie. C'est la République, c'est notre bien, c'est nous tous en fait, notre bien à tous. Lorsque vous utilisez ça pour caporaliser ce qui appartient à l'ensemble, à un moment donné, d'autres trouvent qu'il n'y a pas en fait une force concurrente que la force armée d'une certaine façon. Et c'est malheureusement pourquoi aujourd'hui les gens trouvent les interventions armées ou bien en fait le coup d'État comme une solution, d'accord, à la défaillance ou à l'irresponsabilité de nos gouvernants. C'est bien malheureux. Moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'il y a un problème, il faut trouver des solutions qui concordent à ce problème-là. En voulant régler un problème, il ne faudrait pas en créer un autre. On peut toujours trouver des hommes et des femmes pour corriger les tares de la démocratie et non encore amener un autre tare qui est ce que nous vivons actuellement, en fait, des coups d'État. Parce qu'aujourd'hui, nous semblons que dans certains pays, c'est pourquoi vous le constaterez, l'appréciation est diversifiée. Que nous laissons même ce qu'on dit sur le plan international, l'individu d'un État à un autre. Vous voyez que les réalités ne sont pas les mêmes, mais la même solution est appliquée. Qu'est-ce que ces solutions donneront demain? Nous ne savons pas. En fait, c'est ça, moi, mon inquiétude. Sinon, nous serons là à voir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce que ça nous aurait laissé, en fait, comme difficulté, que nous serons encore là à débattre. On va se demander, comme le professeur Bigou, est-ce que, parce que nous serions éloignés de la démocratie. Dans 10 ans, 15 ans, le professeur Bigou, comme il a dit, est-ce qu'il ne faut pas repartir à nos réalités d'antan? Ils sont en train de se demander, est-ce qu'il ne faut pas repartir à la démocratie? Bon, attendons 10 ans pour voir. Attendons 10 ans pour voir ce que ça va donner. Il y a véritablement un problème de gouvernance démocratique. Et donc, je pense qu'il faut trouver des solutions autres que les armes. D'accord, oui, Nadège, vous allez vous poser la question et je vais pour installer le second plateau. J'ai une question pour monsieur le professeur, pardon. Oui. Qu'attendez-vous réellement de la démocratie aujourd'hui? Qu'attendez-vous réellement de la démocratie? Ce que j'attends réellement de la démocratie, c'est qu'on l'applique tel que son sens le dit. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Okay. Et comment... parce que je le dis, allez sur le terrain. Une fois que quelqu'un a été, les gens ont été élus, mais c'est d'autres types d'hommes qu'on a devant soi. Voilà pourquoi, personnellement, lorsqu'il s'agissait donc d'élire, de prendre les responsables au niveau des villages, quand j'étais encore au primaire, pour les conseillers, on dit bon, alignez-vous là, on a besoin de 7 conseillers. Alignez-vous, ceux qui veulent conseiller du village, alignez-vous et les gens se mettent derrière vous. Quand vous tournez derrière, vous trouvez 3 personnes. Alors que de l'autre côté, c'est d'abord dans notre système de choix. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Non, pardonnez. Ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est une question de choix.
on a obtenu un choix. Mais Au niveau du village, qu'est-ce qui n'est pas possible aujourd'hui? Il évoque la question démographique. Oui, non, je disais non. Moi, justement, je sais de quoi je parle. Oui, mais... Ben, regardez, aujourd'hui, quand on regarde maintenant, quand on regarde les élections, là, vous voyez ce qui se passe? Et vous voyez ce qui se passe? Ah non, faisons pourquoi attendre. Donc, c'est pour vous dire qu'on en arrive à dire le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et qu'on respecte le principe. Professeur, je ne vais pas vous couper, mais l'exemple que vous avez donné là m'intéresse bien. Vous avez dit qu'entre-temps, celui qui veut être responsable se met en place et puis on va faire ça là dans chaque village, c'est ça? Attendez. Je veux bien comprendre cette transposition. J'ai dit bien, on a le village et tout ça, on a le quartier de vie. Est-ce qu'il y a votre quartier, vous n'avez pas un chef quartier? Si. Alors, si un chef quartier, il connaît les méthodes. Non. Quand ça soit on espérant qu'il ne marche pas, il y a des choses qui, réellement, qu'il faudrait revoir. Si on ne revoit pas ça, là, c'est toujours ceux qui ont les moyens. Aujourd'hui, les trucs de l'élection, c'est devenu question de moyens. Est-ce que c'est réellement tous ceux qui ont les moyens et qui ont la moralité qu'il faut pour conduire un peu? Voilà des questions de fond. Nous sommes au Bénin. Nous savons ce qui se passe un peu là. Oui, aujourd'hui, le regard que nos populations ont sur certains de nos responsables, ceux qui les représentent, ceux qui les ont élus, le regard, les commentaires qu'ils font sur eux, on est partout, on écoute, on entend, on voit. Oui, donc ça nous amène... Oui, Julien, vous voulez réagir non, je suis en train de comprendre, en fait, en écoutant le professeur, que en fait, ce n'est pas la démocratie le problème. Parce que le professeur reprécise qu'il faut appliquer les règles démocratiques. Donc, ce n'est pas la démocratie, le concept de démocratie même qui est en cause. Mais c'est l'application que l'on en fait. Et là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Je vous écoute. Ma prochaine question. Par quelle méthode pensez-vous qu'on pourra réinsérer ça dans le système? Pour moi, exactement, regardez, il ne faudrait pas que les élections deviennent question de moyens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas aller aux élections. Qu'on adopte un système qui permet justement à tout le monde, aux gens valables, de représenter la population. C'est la question de fond, ça, aujourd'hui. Quand on met l'accent sur l'argent, je dis bien, quand on met l'accent sur l'argent, sur la fortune, alors bonjour les dégâts. Qui met l'accent sur l'argent? Vous le savez très bien. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous pose la question, professeur. Non, si ce n'est pas le modèle, votre problème, mais si c'est la pratique, qui met l'accent sur l'argent? Non, écoutez, lorsqu'on met l'accent sur qu'on appelle pour les élections, personne n'est contre les élections. Mais la manière dont ça se déroule aujourd'hui, moi j'ai vu comment passer. J'ai vu comment on dit pour les cautions de ceci, cela. Il faut tenir compte du niveau de vie des populations. On veut quoi? Nous voulons des gens, des hommes, des responsables dignes pour l'intérêt de la Mais est-ce que ce n'est pas la population qui se laisse acheter? Quand on parle de question d'argent. La population que la population se laisse acheter, oui. Je vais vous dire comment ce sont ceux-là justement qui ont l'argent, qui trouvent des systèmes pour amener la population à acheter. Moi, sur ce plan-là, n'importe qui je suis, on peut mener un débat par rapport à ça, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc que la démocratie quitte le système des aristocrates. En fait, c'est ce que je retrouve. De toute façon, je dis qu'on permet. Si on dit que le pouvoir du peuple, pas le peuple, pour le peuple, tout le peuple, c'est très profond. C'est pour ça que j'ai demandé à comprendre voilà, qu'on voit les conditions d'élection, d'élire les responsables de ce peuple-là. Depuis le village, comme on le dit, jusqu'au sommet. Et tant qu'on n'en serait pas arrivé là, ce serait toujours ceux qui ont les moyens. Mais quand vous avez affamé quelqu'un, et après vous lui donnez, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non, qu'on respecte. Je dis bien qu'on respecte et un certain nombre de principes clairs et nets. Professeur, je vais jeter peut-être le pavé dans la main. Allez-y. Hein. Le système n'est-il pas fait ainsi exprès? En fait, c'est pas pour nos peuples. C'est une question. Non, c'est une question. Est-ce que c'est pas, c'est pas le contenu qui est donné au système? Peut-être que malheureusement, c'est ça. J'ai dit c'est malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, c'est ça. Parce que là, tel que pour le peu d'expérience que j'ai eu à faire, c'est pas comme on m'a dit. Pour le peu d'expérience, il a vu que ça se dégrade du point de vue des élections. C'est ahurissant.
Je vais faire 10 plus. Bon, je vais vous réagir sur cette question pour que j'installe Dr. Claude Gazal. Oui, je veux réagir rapidement par rapport à ça, en parlant d'une réalité de la démocratie qui est les élections. Il faut d'abord noter que nous sommes dans une démocratie représentative et la démocratie participative qui est complexe en fait de mise en œuvre. C'est-à-dire quoi, pour prendre leur point de décision, comme pour un référendum, il faut consulter tout le monde. Nous avons opté pour une démocratie représentative qui a été soutenue par la décentralisation. Donc cette représentation est allée jusqu'en bas. De sorte que, à quel moment intervient en fait la question d'argent? C'est sur deux plans, comme l'avait évoqué tantôt, sur la question de la participation même aux élections et sur ce qu'on peut appeler l'achat des consciences d'une certaine façon. Sur le premier, je disais tantôt que nous sommes dans une démocratie représentative. C'est-à-dire comment faire tout est, comment peut aménager l'attelage juridique pour sélectionner ceux qui peuvent aller aux élections. Parce que d'abord, tout le monde ne peut aller aux élections. Donc, il faut y mettre des règles. Et toute règle que vous mettez exclut forcément des gens. C'est-à-dire quoi? Pour moi, la question de l'argent en termes de participation, les raisons qui ont été invoquées m'ont convaincu. M'ont convaincu en ce sens que monsieur professeur Biabigou, c'est un notable de son village, de son arrondissement. Il vient aller aux élections. Il a un impact positif sur sa communauté. Il vient aller aux élections. Il n'a pas les moyens. Il peut chez lui. Ce n'est pas ce que les gens ont galvaudé aujourd'hui. Les gens m'ont dit, nous voulons que ce soit toi qui ailles aux élections. Et pour ça, nous sommes capables de nous cotiser 5 francs, 10 francs, pour que tu puisses avoir les moyens de participer à cette élection. Ça a été en fait la philosophie au cœur de la réforme en parlant des questions de caution, que ce soit de la présidentielle jusqu'aux élections locales. C'est-à-dire quoi? La personne doit refléter déjà une certaine représentativité dans sa localité. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus la question de l'argent qui en vaut. C'est vrai que si le professeur Biabigou a l'argent, est fortuné, il n'a pas besoin de quelqu'un. D'accord? Il n'a pas besoin de quelqu'un, il débourse son argent. De la même façon, quelqu'un peut avoir les intentions, il dit j'ai de bonnes intentions. Je viens à l'église, mais je n'ai pas de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Tes bonnes intentions, il faut convaincre. Il faut arriver à convaincre des gens individuellement pour les déterminer à te soutenir d'une manière ou d'une autre. C'est ça le corollaire en termes d'argent qui s'est répercuté en termes pour la présidentielle, pour la question de parrainage. Pour aller, il faut arriver à convaincre un certain nombre de personnes à la base pour faire le tri. Parce que comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui s'est mis en œuvre exclut forcément. Et donc, il faut passer le filtre. Pour moi, c'est comme ça que je considère ça. Le deuxième aspect, c'est, on revient toujours à la question d'éducation citoyenne. Je pense que les gens doivent arriver à déployer ça. Pas une manière simple. C'est-à-dire quoi? Il faut mettre dans la conscience collective que ce n'est pas l'argent qui détermine. L'intéressé qui va aux élections peut donner de l'argent à Nadège. Nadège prend son argent, il a dépensé dans tel quartier, mais il s'est rendu compte que quand bien il a dépensé, il a donné l'argent aux gens, les gens n'ont pas voté pour lui. Demain, il ne le fera pas. Il va employer un autre moyen, il va chercher de convaincre les gens autrement que par de l'argent. Donc, c'est là, en fait, la communauté qui participe à dissuader. Aucune loi ne peut arriver, d'accord, à dissuader les individus par rapport à ça. C'est la pratique démocratique, c'est la conscience élevée de nos concitoyens qui va permettre, en fait, de réguler, en fait, ce comportement de nos acteurs politiques. D'accord. Juste par rapport à ça, non, juste, vous voyez, par rapport à la réalité de notre pays, les cautions pour aller aux élections, là, il faut en tenir compte par rapport au niveau de vie de nos populations. Je dis bien par rapport au niveau de vie. Tel que c'est là, c'est ce qui fait qu'il y a là, comment on appelle, des malentendus la plupart de nos pays. Là. Je suis entièrement d'accord par rapport à un certain nombre d'éléments, mais ce que vous dites là, c'est fait de telle manière que quand même aujourd'hui là, par rapport à ce que il faut prendre tous ces éléments dans leur contexte global, sur le plan économique et tout, le plan de revenus des populations aujourd'hui. Vous avez vu comment les choses sont dégradées. J'ai dit bien comment les choses sont dégradées. Donc, il faut en tenir compte. Ça, c'est bien au niveau des intellectuels, des capitalistes et tout. Mais au niveau de la base, aujourd'hui, vous allez demander, comment dire ces élections, vous allez dire, pendant qu'ils vous parlent, ces populations-là. Oui, le questionnement est exclu, hein, parce que peut-être que
des gens peuvent avoir de très bonnes intentions, mais n'ont pas les finances qui suivent. Donc, quelle que soit la barrière qu'on va mettre, quelle que soit la barrière qu'on va mettre, ça va exclure. Moi, je vais aller aux élections locales. On dit 100 000 la caution, je peux ne pas trouver 100 000. On peut dire 10 000. Il y a des gens qui ont la volonté, mais ils ne pourront pas trouver 10 000. Donc, tout mécanisme, à moins qu'on dise, pour aller aux élections, c'est peut-être, on n'a pas c'est 0 francs, il faut avoir tel critère, il faut avoir tel critère, il faut avoir tel nombre de signatures. Les gens font des codes. Voilà en fait l'autre alternative que les gens ont pensé, les signatures. C'est-à-dire quoi? Je vais être maire, je vais aller aux élections communales. Parce que les échanges, vous allez céder votre place à Claude qui va s'installer. Exactement. Il ne va pas arrêter sa place. Donc voilà, Claude a dit oui, Azalou va s'installer. Oui, Julio continue. Non, je disais simplement qu'en fait, on peut trouver, en tenant compte de nous, notre pratique, la question des signatures. C'est-à-dire quoi? Je vais aller à une élection. Peut-être la caution, elle est ramenée à sa plus basse expression. D'accord? Mais si je dois être dans un quartier, je dois avoir tel nombre de signatures. Ça veut dire quoi? Les gens doivent me connaître. On me dit, pour être candidat à Fidjosé, je dois avoir 100 signatures. D'accord? Des personnes qui sont à Fidjosé. Ce sont des éléments parce que tout le monde ne peut pas aller aux élections. Donc, forcément, il faut mettre des barrières. Donc, la discussion, la réflexion autour de la question, ça va sans doute continuer en tenant compte des failles que nous offre en fait notre pratique de l'instant. Oui, c'est bon, professeur. C'est ce qu'il faut voir, il faut tenir compte des réalités du soir pour déterminer des critères. Sinon, il y aura toujours des frustrations et se faire en sorte qu'il y ait moins de frustrés. Bon, ces frustrations ne peuvent pas expliquer les crises non plus. Hein, non, pas du tout ça. C'est secondaire. Est-ce que dans les maisons, il n'y a pas de crise? Donc je sais très bien, quand il s'agit du pouvoir public et tout, quand c'est ceux qui doivent représenter les populations, et bien sûr, il faut quand même un minimum de critères qu'il faut remplir. Vous comprenez bien. Dr Claude Tingui Azalou, bonjour. Bonjour Angèle. Vous allez bien? Très bien. Allez, vous avez rejoint le débat. Oui. Voilà, beaucoup de choses ont été dites. Hein. En fait, c'est la partie du professeur qui m'intéresse, sur laquelle je veux peut-être vous introduire une démocratie faite pour les bourgeois. D'accord, merci. Et à nouveau, bonjour. Et bonjour le plateau, bonjour à tous les très chers téléspectateurs. C'est un grand sujet que vous avez amené. J'ai suivi un peu en coulisses avec grand intérêt. Et bonne fête de la Journée internationale de la démocratie. Merci. À tous ces pays qui l'appliquent. Même si chaque pays a sa forme de démocratie, chacun essaie en fait de respecter l'universalisme de la démocratie. Alors, le système que nous utilisons était conçu de façon quand même à améliorer les choses, à éviter des candidatures fantaisistes. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de critères, de balises et autres pour éviter des candidatures des aventuriers. Et je pense que chaque pays devrait voir et revoir encore ces conditions par rapport à la moyenne de chaque société. Je veux parler de moyenne financière pour pouvoir permettre quand même à ceux qui ont de belles idées, parce que parfois, certains ont de belles idées, n'ont pas la politique de leurs moyens et ne pourront pas faire en réalité... n'ont pas les moyens de leur politique. Enfin, n'ont pas les moyens de leur politique, autant pour moi. Donc, je pense que ce sont des réflexions qui doivent être menées. Et aujourd'hui, Journée internationale de la démocratie, c'est une belle occasion pour chaque pays, chaque État, de réfléchir encore pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Pour moi, la démocratie, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Et aucun pays ne peut dire aujourd'hui sur la planète qu'il a réussi à 100% la démocratie. Il y a des pays qui sont réellement en avance sur d'autres. Je vais parler par exemple de la Suisse, je vais parler des États-Unis, je vais parler de la France, pour ne citer que ceux-là, pour dire que ce sont des pays, franchement, qui sont véritablement en avance, même si on a eu quelques derniers événements au niveau de certains États qui ont essayé, qui ont tenté d'éprouver un peu la démocratie. On a vu quand même que malgré les soubresauts, malgré les difficultés, ce sont des pays qui ont tenu bon. Ça veut dire que la culture démocratique au niveau de ces pays est devenue réellement une culture, je vais dire génétique. Vous allez voir que
les gens se sont véritablement appropriés du système démocratique. Malheureusement, au niveau de l'Afrique, on trouve ces dernières semaines l'inverse en réalité. D'aucuns diraient que la greffe, parce que certains pensent que la démocratie ici en Afrique serait une greffe et que la greffe aurait été rejetée. Et vous savez qu'il y a des preuves scientifiques qui nous disent quand même que l'origine de la démocratie est quand même africaine. Et vous savez que l'Égypte faisait partie de la plus grande civilisation au monde. Même Jésus, pour être sauvé, l'ange Gabriel avait demandé à Joseph et Marie de l'amener en Égypte. Donc l'Égypte était véritablement la plus grande civilisation à l'époque et avait enseigné beaucoup de choses. Donc je pense que aujourd'hui, la démocratie vaut la peine véritablement d'être appliquée. Et moi je souhaite qu'elle soit véritablement Lequel modèle pour quel peuple, si vous préférez? Ça a été livré sans notice peut-être, mais bon, on a fait, on a fait le temps. Bon, vous savez, il y a une chose qu'on ne doit pas faire. Comparaison n'est pas forcément raison. Exactement. Les autres ont fait près de 300 ans de démocratie. Ils ont vécu les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, etc. Ce sont des pays qui ont vécu beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas se comparer. Nous, on est à 32 ans de démocratie. Une trentaine d'années de démocratie. Mais ce n'est pas aussi une raison. On pouvait aussi voir comment les autres font pour pouvoir mieux faire. Mais je trouve, ce que le professeur disait tout à l'heure, je trouve qu'il faille véritablement trouver les moyens d'adapter véritablement l'universalisme de la démocratie à nos réalités. Et ça, je suis en train de cuisiner véritablement un deuxième livre là-dessus. Le premier, vous le connaissez déjà, c'est la solution à tous les problèmes démocratiques dans le monde, la démocratie que veulent les peuples, entre ingénierie démocratique et procéduralisation. On va en parler un peu tout à l'heure. Mais je trouve qu'il faut adapter. Je vous donne un exemple. Vous savez, la civilisation africaine a longtemps été caractérisée par notre solidarité. On ne touche pas à la solidarité de l'Africain. Quand tu cherches querelle à un Africain, tu vas trouver son voisin sur ton chemin. Aujourd'hui, notre système démocratique actuel, c'est un bon système. Je peux faire une boule? Non, attendez d'abord. Gardez votre bouteille, la cage. Notre système actuel est un bon système, même si dans mon livre, j'ai relaté assez de résultats scientifiques qui prouvent que la démocratie représentative commence véritablement par laisser ses failles et qu'il faut corriger. J'ai apporté des solutions et des pistes de correction au système général. En dehors de ça, ici en Afrique, vous voyez bien, on parle de mouvance, on parle d'opposition. Vous voyez? Ça fait que, quand vous êtes anthropologue, le mot opposition déjà vous pousse, si vous ne savez pas faire, à vous opposer à tout ce que l'autre fait, y compris ce qui est bon. Ça. Il y a quelques années, je pense le lendemain du match Bénin-Ghana, j'étais à l'université, j'étais au restaurant en train de manger, quand j'ai entendu des collègues d'autres facultés qui parlaient du fait que ça leur faisait mal que le Bénin réussit à tenir tête au Ghana. J'ai dit, écoutez, j'entends bien ce que je... Enfin, est-ce que j'entends bien ce qu'ils sont en train de dire? C'est-à-dire, il disait, mais non, chaque fois quand les Béninois prenaient la balle pour aller marquer dans le but ghanéen, ça me faisait mal. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je leur ai demandé, vous êtes de quelle nationalité? Ils ont dit béninoise. Bon. J'ai dit, mais quel est le problème? Ils ont dit non. Si le Bénin faisait un bon résultat comme le Bénin avait fait hier, le président Patrice Talon allait dire que c'était grâce à lui. J'ai dit, mais écoutez, donc ça veut dire que parce que vous êtes opposant, vous êtes prêt à vous opposer à une bonne action du président Talon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je dis, en adaptant l'universalisme de la démocratie à nos réalités, je propose qu'on change les mots, mouvance et opposition par parti au pouvoir et parti non au pouvoir pour éviter... Gauche-droite. Pour éviter de fracturer la solidarité civilisationnelle africaine. Si Julio est opposant aujourd'hui et que je suis mouvancier, vous allez voir, Julio ne pourra plus venir chez moi. Non. Parce qu'il va se dire,
Quand il va venir chez Claude et qu'on va prendre la photo, on va dire Julio est devenu mouvancier. On va dire de moi aussi que je suis devenu opposant. Or, Julio pourrait avoir des problèmes sérieux ou l'un de ses enfants pourrait avoir un problème sérieux. Et peut-être que je suis le seul dans la société qui pourrait l'aider. Et à cause de ce système, il ne pourrait pas avoir gain de cause. Vous voyez, ce que je dis, c'est très profond. Quand vous allez en France, vous allez voir que le terme opposition et mouvance ne sont plus réellement utilisés. On parle de gauche, droite, centre. Allez aux États-Unis, démocrate, républicain. Allez au Royaume-Uni, travailliste, conservateur. Allez en Espagne, socialiste, etc. Les autres ont compris. Donc, c'est pour ça que je dis, je propose que ça soit parti au pouvoir en Afrique et parti non au pouvoir. Ça, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche par rapport au prochain livre qui va suivre. Donc, aujourd'hui, on voit, en fait, à travers les preuves scientifiques, que la démocratie représentative laisse beaucoup de failles. Aujourd'hui, la science nous dit que les peuples du monde recherchent en réalité 3 formes de démocratie. Il y a la démocratie représentative, qui est à un pourcentage très élevé, vous allez le découvrir dans le livre. Ça veut dire que les peuples ont toujours du prix à la représentation. Ensuite, au classement, vous avez la démocratie directe, comme à l'époque de la Grèce antique. Et troisièmement, les peuples veulent une démocratie basée sur des experts. Et donc, en analysant tous ces résultats scientifiques, je me suis vu obligé de soulever le capot de la démocratie pour réaliser en fait une ingénierie démocratique qui tienne en compte, en fait, qui prenne en compte toutes ces exigences-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire la démocratie directe comme dans la Grèce antique. À vrai dire, la démocratie directe, c'est une démocratie sans élus. Vous voyez? Les gens se mettaient ensemble et ils faisaient les votes à l'aveuglette et ils décidaient. Aujourd'hui, avec la démographie, je pense que Julio en avait parlé, on ne peut plus rassembler, par exemple, au Bénin, 12 millions d'habitants pour parler de cité. Et donc, il faut une procéduralisation pour pouvoir permettre en fait à chaque citoyen d'agir directement et de se voir véritablement visibilisé. Parce que l'invisibilisation, les sentiments de crétinisation que certains citoyens dans le monde perçoivent au niveau en fait de l'application de la démocratie pousse en réalité beaucoup de citoyens à ne plus s'intéresser aux élections. Vous allez voir que les taux de participation baissent de plus en plus. Cela veut dire qu'il y a urgence. Comme l'ont dit certains auteurs, même Joe Biden également en a parlé, il y a urgence, que la démocratie a besoin réellement d'être revisitée, d'être améliorée. Et le système que moi j'ai proposé permet également à ceux qui sont experts dans le peuple de pouvoir également faire des propositions aux chefs d'État sans influencer les décisions des chefs d'État. Parce qu'il faut le dire, quand vous faites des propositions en démocratie et que vos propositions portent à tête et vont jusqu'au niveau de l'égalité extrême, c'est que vous échouez, vous faites échouer la démocratie. Donc, toutes les propositions qui ont été faites dans le livre ont respecté, en tout cas, toutes ces balises pour que réellement l'humanité puisse progresser encore une fois de plus. Je me dis, si Montesquieu était si Montesquieu était ici, il allait également faire les mêmes propositions par rapport au système de séparation du pouvoir qu'il avait fait. Vous savez, chaque système à un moment donné finit toujours par laisser les failles. On avait parlé du système, on avait parlé de la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, la civilisation égyptienne n'est plus aussi puissante qu'avant. Donc, il faut qu'on comprenne que le système a commencé par montrer des failles, surtout chez nous en Afrique, et qu'il faut combler, il faut corriger. Mais je voudrais faire une nuance. Aucune raison ne justifie un coup d'État. Aucune raison ne justifie un coup d'État. Mais en Afrique, quand les gens font les coups d'État, les gens trouvent toujours des raisons. Cela veut dire quoi? Il faudrait qu'aujourd'hui, les dirigeants, les élus et les élites, parce que moi, je fais une petite différence entre élus et élites. Il faut que les élus et les élites puissent corriger, travailler de manière à ce que aucun militaire ne puisse trouver de raison de faire un coup d'État. On doit amener le niveau de gouvernance à un moment donné où le militaire qui serait en train de cuisiner une tentative de coup d'État puisse se dire, si je fais le coup d'État, je vais donner quoi comme raison valable? Il
Il faudrait qu'on arrive en fait à ce niveau-là. Restons en Afrique. Si le modèle que nous avons peut-être ne correspond pas à nos réalités, que vous tous vous demandez à ce qu'on le repense, mais quel modèle type alors pour nos sociétés? Puisque ce sera la question qui va s'imposer. Oui, je commence avec vous avant de revenir aux autres. Ok, aujourd'hui, moi je pense que nos peuples ont beaucoup évolué. Nous avons des peuples beaucoup plus intellectuels. D'abord la démographie. Le taux d'alphabétisation dans chaque pays a forcément grimpé. Donc nous avons un peuple beaucoup plus éveillé. Nous avons la surpuissance des réseaux sociaux qui a facilité une démocratie numérique. Ça a encore accéléré l'éveil de toutes les populations dans le monde. Que vous soyez en Inde, au Bénin, au Pakistan, etc., l'éveil des peuples a grandi et est monté de manière exponentielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on dit qu'on va rester dans cette démocratie représentative et fermer la démocratie représentative aux autres, même si je sais que dans la représentation, les peuples sont déjà visibilisés, puisque ce sont les élus qui exercent le pouvoir à la place, au nom des peuples, je trouve qu'aujourd'hui, la démocratie qui est idéale à nos peuples aujourd'hui est une démocratie participative. Pas une démocratie participative au sens rhétorique du terme, une démocratie participative au sens vraiment concret, de manière à ce que les citoyens qui sont des experts dans les masses puissent également apporter leur contribution directement aux élus sans influencer la décision des élus. C'est-à-dire, on ouvre, en tout cas, j'ai décrit une certaine... Oui, décrivez, puisque peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'écoute qui comprennent pas ce qu'on appelle démocratie participative, puisque nous cherchons peut-être solution pour un modèle, pas un modèle parfait, mais un modèle qui sied quand même à nos réalités. D'accord, j'essaye de ne pas trop aller dans les détails. Oui, vous avez raison, pour ne pas spolier votre propre livre, c'est ça. Voilà, si je donne tous les détails, les gens n'auront plus envie. Vous avez raison. De payer le livre. En fait, ce serait bien, par exemple, que dans nos mandatures, qu'à un moment donné, par exemple à mi-mandat, que les peuples au niveau de chaque État puissent s'exprimer. Ce serait bien, je l'ai appelé la consultation présidentielle des peuples. Par exemple, à mi-mandat... Donc, à chaque loi, il faut consulter le peuple. Pas d'abord. Je parle d'abord d'une consultation présidentielle des peuples. À mi-mandat d'un président en exercice, on fait une consultation populaire. Et comme les élections nous coûtent assez de milliards, on ne va pas se mettre encore à faire tout ça. Aujourd'hui, le numérique a assez avancé. Et je remercie le gouvernement qui a mis le Bénin sur orbite sur le plan du numérique. Et donc aujourd'hui, on peut créer une plateforme au Bénin, en Afrique, dans le monde, pour que, à mi-mandat, que les citoyens puissent aller sur ce site. D'accord? Bon, là, je trahis un passage du livre. Puissent aller sur, en fait, cette plateforme et avoir la possibilité d'agir sur deux plans. Premier plan, êtes-vous d'accord avec la gouvernance du chef de l'État? Oui ou non? Question fermée. Deuxième plan, quelles propositions concrètes faites-vous pour améliorer l'exercice du chef de l'État? J'ai dit améliorer, parce que pour moi, dans ma tête, l'affaire d'opposition n'est pas dans ma tête. Pour ne pas bloquer, pour ne pas fragiliser la solidarité civilisationnelle. Quelles propositions concrètes faites-vous pour améliorer l'action, les actions du chef de l'État? Ça permet au chef de l'État de savoir à mi-mandat, voilà véritablement ce que pense le peuple. Le peuple peut le peuple peut se tromper. La démocratie n'est pas qu'une dictature de la majorité. Il ne suffit pas qu'une majorité veuille quelque chose, que ce soit la bonne chose à faire pour une société. Et ça, les États-Unis l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont fait le système des grands électeurs. C'est parce qu'une majorité veut quelque chose dans une société que c'est forcément la meilleure chose à faire pour la société. Non. Donc, ça permet au chef de l'État, d'abord, de ne pas se faire intoxiquer par les opposants. Parce qu'un opposant peut venir à la télé et dire, tu vois, le peuple n'est pas d'accord avec toi. D'accord? Mais si on fait ce système à mi-mandat, le chef de l'État sait véritablement que, bon, à tel pourcentage, le peuple est d'accord ou n'est pas d'accord. Et si le chef de l'État est conscient et sait bien que les actions qu'il mène sont des bonnes actions et que peut-être le peuple n'approuve pas, il sait qu'il a
une seconde partie de mandat pour les convaincre qu'en réalité, oui, ce que vous pensez est légitime, mais ce que je fais, elle est la chose la meilleure pour la société. Donc, ça équilibre les choses, ça réduit la distanciation entre citoyens et élus, ça renforce la confiance entre les deux. Et le second palier, c'est quoi? C'est le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de permettre aux citoyens de faire des propositions d'action publique. Parce que on va le peuple du temps. Non, écoutez, tout se fait de manière numérique. Vous voyez? Le peuple qui t'a élu il y a par exemple 2 ans et demi, d'accord, peut avoir des aspirations différentes en cours de ton mandat. C'est bien possible. Donc ça permet au chef de l'État de maîtriser les nouvelles aspirations des peuples et d'anticiper sur de probables crises. Et d'anticiper sur, par exemple, des coups d'État qui peuvent venir. Parce que les coups d'État peuvent venir quand les aspirations des peuples ne sont plus les aspirations des élus, ou quand les aspirations des militaires ne sont plus des aspirations des élus, ou un cas qui rassemble les deux. Vous voyez? Donc, c'est un ensemble, en fait, de procéduralisation qui va permettre véritablement, à mon sens, d'améliorer le système et de renforcer la confiance mutuelle entre élus et citoyens. Professeur, proposition. Oui. Ou bien vous vous retrouvez dans son idée-là. Et parfaitement, je le trouve. Parce que dans chaque chose, dans chaque système, il faut l'adapter aux réalités. Vous avez vu, près de 75 peuples. Hein? Donc, tout ça, et chaque peuple avait ses réalités. Or, ce qu'il veut concevoir, c'est pour l'ensemble. Et c'est en cela qu'il faudrait, comme l'a dit, et j'ai bien apprécié cela, adapter nos réalités. On a dit pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais chaque peuple, oui, c'est réalité. Alors, donc, notre problème souvent, c'est lorsque les Occidentaux, ceux qui nous ont imposé leur système, puissent nous tenir. Vous comprenez? Et c'est contre ça que moi je me battais. Je dis, mais nous existions avant qu'ils ne viennent nous voir. Mais il faut en sorte que nous amener comme si, sans eux, nous ne pouvons pas exister. Et c'est en cela que moi, je me retrouve parfaitement dans ce que j'avais dit. Merci. J'ai des observations par rapport à ça, mais je ne veux pas manquer... De faire la boutade. De faire ma boutade. Je ne veux plus le dire dans les thèmes crus. Quand il a d'accord. Notre société, c'est la solidarité. Il y a un truc là, un tube là qui passe sur les réseaux sociaux actuellement. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. ça ne va pas nous arranger. Toute la vie en français. Non. Sinon, il n'y a plus de société. D'accord. Si on met ça ne va pas nous arranger. Ça, c'est clair. Bon, non, moi, je dirais simplement, pour parler de la démocratie représentative, de voir dans la sous-région africaine, est-ce qu'il n'y a pas en tête de nos pays dont, comment dire, la démocratie, le système démocratique continue de faire des recettes? Je dirais oui. Et c'est pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas la démocratie elle-même ou la démocratie représentative qui pose problème. Ce sont les hommes et les femmes qui sont chargés de la mise en application. Vous avez parlé tantôt de... peut-être on peut faire une sorte de sondage à mi-mandat. Vous savez, il y a une certaine réalité dans la tête de certains gouvernants. Ils se disent, c'est pas comme quelqu'un le dit, je ferai leur bonheur contre même sans leur volonté. Ils se disent, mais vous avez dit tantôt, ce n'est pas forcément parce que la masse va dans un côté où forcément il a raison. Non, ils se disent, ce que je suis en train de faire là, ils ne comprennent pas. Je le fais pour leur bonheur. Ils ne comprennent pas maintenant. Ils comprendront quand j'aurai fini. Ouais, un peu. Ils comprendront quand j'aurai fini. Parce que je suis convaincu de ce que j'ai raison avec les options que je suis en train de prendre. Et c'est là qu'on reste fermé, qu'on reste sourd à toutes les opinions contradictoires qui pourraient venir. Et c'est un risque. Nous sommes dans la plupart de nos États où il y a de cette difficulté de mise en œuvre de la démocratie. En fait, c'est ça. Quand le gouvernement reste sourd à tout,
Et que ceux qui sont autour d'eux, c'est en ça que je parle beaucoup plus de questions d'irresponsabilité. Ceux qui sont autour d'eux ne sont pas capables de leur dire, Monsieur le Président, Monsieur le directeur, Monsieur le Président de telle institution, vous ne pouvez pas faire ça. Ou vous m'avez demandé si, mais c'est contraire à ce pourquoi nous sommes là, c'est contraire aux règles sur lesquelles nous sommes entendus, c'est-à-dire les lois de la République. Nous avons parlé tout à l'heure de la soumission de l'État à ses propres droits, à sa propre loi, de cette façon. Donc, c'est là. Mais on se dit, nous sommes tellement intelligents que les autres, que nous allons faire leur bonheur contre eux. Et à partir de ce moment-là, comme je disais tantôt, il n'y a plus en fait l'articulation entre la réalité sociale et la réalité politique qui est le pouvoir. Donc, c'est beaucoup plus un problème de personne que du concept même de la démocratie. Et donc, la question qui se pose, mais comment faire pour changer en fait la mentalité des gens par rapport à ça? On va dire, c'est une question de processus. Quand le peuple est mieux renseigné, est mieux outillé, il choisit mieux ses représentants. Lorsque ces représentants ont cette conscience en fait de l'intérêt commun, ils jouent mieux leur rôle. Sinon, à un moment donné, on se trouve, et c'est ce qui se passe. Regardez un peu, vous voyez des gens qui sont complètement sourds à tout, et vous voyez que absolument rien ne bouge. Et la seule solution, à un moment donné, pour ne pas faire voir cet art, c'est de tenter de tout faire. Si on ne s'éternise pas au pouvoir, c'est de faire pour que son clan soit toujours là. Et à un moment donné, on fait simplement du sur place. Et le système se fragilise plus. Je pense que tu as mis de l'eau dans mon moulin avec cette proposition de consultation présidentielle des peuples. Un chef d'État à mi-mandat sait déjà comment, il anticipe déjà. Il fait en même temps de la prospective et il sait comment convaincre les gens. Parce que un chef d'État à un moment donné, qui ne prend pas la vraie information. Parce que ce que moi je propose est mieux qu'un sondage. Un sondage peut être biaisé. Ce qu'on propose ici, c'est vous allez obtenir des résultats statistiques non biaisés. Quand il a ça, il sait que, d'accord, pour telle chose, les gens ne sont pas d'accord. Pourtant, je suis sur la bonne voie. Et donc, il met l'autre partie du mandat à convaincre. Parce que c'est ça, en fait, le lieu. C'est en convainquant les citoyens qu'on réduit cette distanciation-là entre élus et citoyens. Parce que c'est la distanciation qui crée des insatisfactions, qui crée des frustrations, qui malheureusement crée après la déchéance de la société, les anomies, les marasmes. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas du tout utile, ce serait très risqué pour un dirigeant à divers niveaux de penser qu'il va faire toute sa mandature et sans prendre en compte qu'est-ce que les gens pensent de ce que je suis en train de faire. Et dans le cas d'une réponse négative, c'est-à-dire s'il ne fait pas l'effort de commencer par les convaincre, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'une majorité veut quelque chose que c'est la meilleure chose à faire pour la société. Donc, il est peut-être sur la bonne voie. Maintenant, il faut convaincre les gens pour leur dire, oui, ce que vous pensez, c'est légitime, mais ce que je suis en train de penser pour nous tous est meilleur. C'est ça, en fait, le jeu, et c'est ça qui renforce le dispositif participatif. Autre chose que j'ai proposé, par exemple, dans mon ouvrage, il y a ce qu'on appelle les référendums d'initiative citoyenne. Les preuves scientifiques disent que les gens ne se sentent plus visibilisés. Ils se disent, quand ils allument la télé pour suivre le journal, oh, ces gens-là, ils parlent de ce ils parlent de ce qui ne nous concerne pas. C'est pas bon. Alors que les gens sont là pour les représenter. Donc, j'ai proposé une série de procéduralisations pour permettre à tout citoyen de chaque société de participer directement aux règles qui régissent la cité. Parce que la liberté politique, c'est quoi? Ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais c'est de faire ce que l'on doit vouloir et ne point être contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. C'est-à-dire, la liberté politique, c'est de faire ce que les lois disent de faire. Parfois, vous entendez des lois qui sont votées et vous voyez que ces lois ne sont pas appliquées. Ma proposition de permettre, en fait, à tout citoyen de participer à la vie des règles qui régissent la cité,
On appelle ça le référendum d'initiative citoyenne. J'ai fait j'ai fait des propositions qui puissent encadrer véritablement cela pour qu'un citoyen ne pense pas qu'il est égal à un élu. Ça, c'est interdit. Il n'y a pas d'égalité extrême en démocratie. Ça tue véritablement la démocratie. Mais un citoyen qui veut faire voter une loi peut faire une proposition et s'appuyer sur des élus à l'Assemblée nationale. Si les élus accordent leur intérêt, c'est bon. Mais si les élus refusent, la loi ne passera jamais. Cela rejaillit sur la responsabilité des citoyens en réalité à voter leurs élus. Donc, quand un citoyen a une proposition de loi, il doit avoir un certain nombre d'élus, un certain nombre de responsables religieux, nos prêtres catholiques, les pasteurs évangéliques, les imams, nos prêtres endogènes, les maîtres de Fa. C'est-à-dire, il y a toute une sorte de procédure que j'ai mise pour baliser. Parce que avant qu'un citoyen n'apporte une proposition de loi à l'appréciation des députés, il faut s'assurer que cette loi qu'il propose n'est pas une loi attentatoire, n'est pas une loi assassine, n'est pas une loi fantaisiste ou fantasmagorique. Et donc, j'ai proposé tous ces processus qui fait intervenir les juristes, qui fait intervenir les sociologues, qui fait intervenir les politistes, pour que les citoyens qui font une proposition de loi puissent avoir en dehors de tout cela une partie du peuple. Parce que il y a quelque part, par exemple, j'ai dit, il faut que le citoyen puisse apporter la preuve, même si c'est numérique, que 15 ou 20 ou 40% de la population du peuple puisse soutenir son projet de loi. Vous allez voir, si on rentre dans ce système de démocratie participative réellement technique et pratique, vous allez voir que les taux de participation vont commencer en réalité par s'élever et par revenir de plus en plus grands. 30 ans après, on va trouver encore des failles. Oui, mais c'est ça le système, le problème. Oui, au moins on va corriger ces problèmes actuels, quitte à voir encore si le système que nous proposons aujourd'hui a encore d'autres failles. Et ainsi va la vie. Là, on va finir par... Et ainsi va la science. Ça a sur place continuelle alors, on n'évolue pas. On évolue, c'est-à-dire en évoluant. Vous voyez, le système qu'on utilise aujourd'hui, le système que Montesquieu a proposé, a répondu, a été en fait une solution. En fait, Montesquieu a fait une ingénierie démocratique, c'est ce que beaucoup ne disent pas. Montesquieu a fait une ingénierie démocratique qui a permis de solutionner tout ce qui avait comme problème entre-temps. Le despotisme, l'aristocratie, etc. Et donc aujourd'hui, le système de Montesquieu présente quelques failles. Qu'il faut beaucoup de failles. Madame. Qu'il faut. Ça se comprend parfaitement dans la mesure où, je dis, ça se comprend parfaitement dans la mesure où les besoins de l'homme sont illimités. Voilà. Vous ne pouvez pas donner les limites des besoins de l'homme. Vous ne pouvez jamais un individu dire, moi, je suis arrivé, je n'ai plus besoin de rien. Donc, à partir du moment où les besoins sont illimités, n'attendez pas à ce que vous puissiez les satisfaire. Donc, pendant des périodes bien déterminées par rapport, vous avez une étape donnée, ainsi de, c'est comme ça. C'est-à-dire, chaque groupe socio-culturel évolue dans le temps. Oui, absolument. Et puisque ces groupes évoluent, il faut chaque fois trouver des solutions pour améliorer les systèmes, pour que les groupes n'évoluent pas et laissent derrière les systèmes. Ça va créer la déchéance en fait de nos sociétés et les anomies vont s'installer. Je parlais tantôt de l'irresponsabilité. Je voudrais prendre en fait Dr Clotilde Gazaro au mot par rapport à Montesquieu, qui disait que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser, et donc il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Je voudrais interroger en fait, en venant chez nous, en fait au Bénin, non pas des acteurs politiques, mais notre système politique. Pour dire, comment arrivons-nous à faire véritablement la séparation des pouvoirs avec l'attelage que nous avons aujourd'hui? Je voudrais prendre les institutions essentielles de la République, qui sont les institutions de contre-pouvoir qui garantissent en fait l'application de la Constitution et des lois. La Cour constitutionnelle, comment vous pouvez, dans une démocratie comme la nôtre, conférer le choix des membres de la Cour constitutionnelle, 3 au président de la République, 4 à l'Assemblée nationale, en sachant bien sûr l'interaction entre l'Assemblée et le président de la République, dont, à une forte proportion, le président de la République contrôle, vous me suivez un peu? Oui, le président de la République contrôle la Cour constitutionnelle. Dans tous nos États, pour la plupart du temps, c'est la réalité.
La Cour suprême, la même chose. Vous savez, même dans certains pays, on a pensé, je voulais la proposer, mais ça a toujours, en fait, de ces faire des systèmes où, par exemple, ce sont des universités qui se regroupent, désignent un certain nombre, en fait, dans un certain nombre d'organes. Encore qu'on a vu la dernière fois en Centrafrique où le président Touadéra, dans sa perspective de réforme pour se représenter, a trouvé des attelages, d'accord, pour dégommer très rapidement, en fait, la présidente de la Cour constitutionnelle. Nous avons vu un peu ce que ça a donné. Vous avez mis une haute cour de justice qui doit poursuivre, en fait, les manquements pour les gouvernants dans le truc là. Et vous y mettez les députés, en fait, les mêmes acteurs politiques. Et pour revenir encore plus loin, des mêmes partis politiques. Et vous voulez que ça fonctionne comment? La Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature, que nous savons, nous connaissons le rôle un peu dans le truc là. Et donc, à partir de ce moment, qui pour dire non à qui? C'est pourquoi je parlais tantôt de l'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité a été quelque peu, renforcée par en fait notre dispositif. Donc, ce n'est pas en vérité, c'est ce que chacun fait, c'est l'application que chacun fait des préceptes de la démocratie qui véritablement fait tout quoi. Moi, je ne comprends pas pourquoi depuis 90, à partir des années 87, où nous avons commencé par constater des manquements, d'accord, on n'a pas pensé dire ça là, il faut le changer parce que cela en va de l'intérêt des acteurs politiques. Nul n'a intérêt à ce que ça change. C'est lorsqu'on est de l'autre côté que on crie chaque fois que oui, interférence dessus, alors que c'est le système qui est fait comme ça pour faire tout. Moi, je suis de ceux qui plaident, par exemple, pour dire, quand on parlait par exemple de la réforme constitutionnelle, je dis, mais si on doit faire une réforme constitutionnelle, voilà les pistes d'une certaine façon pour renforcer le pouvoir d'État, pour que un individu ne se croit pas au-dessus de tout le monde. D'autres diront que c'est une manière de fragiliser la plus haute institution qui est le président de la République. Mais si vous travaillez en toute, économie avec les autres, le problème ne devrait pas se poser parce que, en fait, le principe de la démocratie, c'est que nul ne doit se sentir au-dessus de tout le monde. Je le rappelle tantôt, c'est la chose publique, c'est la res publica et la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement par le peuple. Donc, à partir de ce moment-là, le peuple est au-dessus de tout le monde. L'individu en lui-même n'est rien que par la caution que le peuple lui aura donné. Donc, je suis de ceux qui pensent que dans vos réflexions, dans vos productions, ce sont des éléments sur lesquels il faut véritablement que, en fait, les scientifiques reviennent fortement sur ça. C'est ça qui va nous prémunir, comme ce que nous sommes en train d'observer maintenant. Parce que c'est lorsque ces failles vont grandissant que les risques d'une autre force malencontrement non, comme tu l'as dit, moi j'ai toujours été contre que les armes soient une solution. En fait, comme les gens disent que le coup d'État militaire soit une solution au coup d'État institutionnel. Non, je ne pense pas la chose ainsi. Travaillons à réformer en tenant compte des réalités de chaque pays, comme le professeur l'a dit, en réformant substantiellement en fait notre mécanisme démocratique, son fonctionnement. Absolument. Merci beaucoup. Tu as eu pleinement raison. Je pense qu'il y a une proposition dans ce sens. Comme tu l'as dit, c'est pas facile aussi d'être dirigeant. Ah oui, ça c'est clair. Je voudrais profiter pour féliciter le président Talon par rapport à ce qu'il a fait mettre à travers les députés dans la Constitution, c'est-à-dire nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Ça prouve qu'il a résisté à la tentation. N'oublions pas que nous étions dans une période où le virus du 3e mandat était quand même frappé. Donc, il faut l'encourager à toujours résister. C'est pas facile, vous voyez. Et par rapport aujourd'hui, je pense que j'ai eu à faire quelques propositions. Moi, j'ai été gêné d'entendre un peu partout dans le monde des acteurs politiques critiquer les cours constitutionnels. Pour moi, une cour constitutionnelle, c'est sacré. On ne devrait jamais critiquer. C'est comme en Afrique, tu ne peux pas critiquer certaines personnes de ton village. Impossible. Donc, il y a une certaine proposition que j'ai eu à faire. Si ça plaît aux dirigeants, ils vont l'appliquer pour pouvoir mettre à zéro la méfiance que certains acteurs ont, par exemple, de leurs institutions, comme la Cour constitutionnelle. Parce que quand ces méfiances viennent, vous allez voir dans les pays où
il y a les coups d'État, ils dissolvent tout. Et ça crée une pagaille. Donc, nous avons intérêt à tout faire pour que nos institutions demeurent toujours des puissances. Si puissantes qu'aucune tentation, d'accord, à la corruptibilité d'un humain puisse créer des problèmes, en fait, aux sociétés. Merci beaucoup, docteur Clotilde Biazalou. Professeur, merci beaucoup. On a fini. Je vais vous laisser le temps de conclure. Bon? Oui, on a fini. Ma conclusion va être très simple. Oui. Premier élément, que chaque Béninoise, chaque Béninois se considère comme le maillon d'une chaîne qu'on appelle le Bénin. Et que chaque citoyenne, chaque citoyen, dans ce cadre-là, puisse contribuer à opérationnaliser notre rêve commun. Fraternité, justice, travail. Merci, professeur Julio. Est-ce que je suis indiqué pour conclure après le professeur? Ah, pas du tout. Oui, la démocratie que veut le peuple. Elle serait peut-être la démocratie représentative. Oui, allez lire le livre, c'est pour résumer, c'est démocratie représentative, plus démocratie directe, plus démocratie basée sur les experts. Vous n'allez pas le regretter. Et je dis encore un sincère merci au directeur. Ah, vous allez payer cette pub-là. Celle-là, je dis merci à télé et merci encore à tout le plateau. Merci à nouveau professeurs. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve sur le plateau. Et les deux fois ont été vraiment formidables. Merci beaucoup. Qui a fait parmi vous? Tout le monde a fait. Non, pas forcément tout le monde. Qui n'a pas encore déjeuné aujourd'hui? Moi, en fait, tout le monde. Chacun n'a pas ses problèmes. Bon, d'accord. Je voulais vous offrir un petit déjeuner, mais comme vous ne le voulez pas, réglez vos problèmes. Après, je vais aller déjeuner, si je vais vous faire le jeu. Mais le temps est parti aussi et a terminé. Je vais retrouver Ghislain maintenant pour mon histoire. Mesdames et messieurs, à tout de suite, chers invités. Rentrez bien. Merci pour ce que vous avez dit sur notre thématique du jour. À tout de suite, mesdames et messieurs, avec Ghislain pour mon histoire. Alors, bonjour Ghislain Ompé. Bonjour Angèle, vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va, je vais très bien. D'accord, comme je le disais, nous sommes là pour mon histoire et une téléspectatrice vous a envoyé son problème. Son problème. Moi, c'est toujours des femmes. Jusque-là, nous mais c'est les femmes il n'y a que les femmes qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes maintenant. Espérons recevoir aussi des hommes. Nous sommes là donc pour apporter notre aide à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Donc voilà, vous pouvez faire comme celle-ci dont nous vous racontons l'histoire. Allez-y. Alors, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je suis étudiante en deuxième année de droit. Je suis de la même promo qu'un gars que j'avais trouvé physiquement très mignon, mais plutôt à éviter. Il était réputé pour tenir un tableau de chasse et moi, j'étais archi timide. J'ai résisté à ces jeux de courtoisie et de séduction pendant quelques mois, mais récemment, je me suis laissé bêtement emporter par son charme et ses mots doux qu'il me disait. Nous l'avons finalement fait. Malheureusement, j'ai découvert hier que je suis enceinte de lui, mais je ne suis pas prête pour le lui dire ni informer mes parents, car je ne l'aime pas et j'ai peur de l'épouser juste pour cette raison si jamais il me le demandait. Je regrette ce qui s'est passé entre nous, je ne ressens rien pour lui. Je suis même tenté de me débarrasser de cette charge. Actuellement, c'est la panique totale. Que me conseillez-vous? Voilà donc l'histoire de Madame Inks, l'histoire que Madame Inks nous a envoyée aujourd'hui. Malheureusement, Angèle, notre Madame Comlan, l'espère, la coach, espère, conseillère, accompagnatrice de couple. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera là le vendredi prochain pour apporter son opinion, ses conseils à cette dame qui nous a envoyé son histoire. Mais je ne sais pas si personnellement, je sais que Angèle n'aime pas opiner sur les histoires, mais est-ce que vous avez quelque chose Non, on va laisser ça, c'est le rôle de notre expert. Donc, c'est mieux que quelqu'un qui a étudié les couples, qui accompagne les couples, puisse donner de bons conseils. Je n'en manque pas, mais c'est mieux de laisser ça aux spécialistes. Parce que, voilà, eux, ils sont dans le générique
Et voilà, un peu ça. Donc, si je résume l'histoire, elle sait que le mec a un tableau de chasse. Elle a résisté, mais finalement, elle s'est laissée aller. Finalement, la relation a donné un fruit. Le bébé, il est là. Maintenant, elle dit qu'elle ne prouve rien pour l'homme. Maintenant, elle ne veut pas l'épouser non plus pour gâcher sa vie. En tout cas, pas à cause de l'enfant. C'est un peu l'histoire. D'accord. Donc, elle demande ce qu'il faut faire. Si elle doit garder la grossesse ou s'en débarrasser. S'en débarrasser. D'accord. Rendez-vous vendredi prochain. Vendredi prochain. On va rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent qu'ils peuvent également envoyer, comme Angèle vient de le dire, envoyer leurs histoires s'ils en ont via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Nous nous chargerons de la lire en plateau et prendre l'avis de notre expert. C'est le 55 01 82 91. Mesdames et messieurs, merci Gisela. On va vous retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut, avec donc notre accompagnatrice de couple. Merci à la téléspectatrice qui nous a écrit. Nous allons vous répondre, rassurez-vous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la cour commune de ce vendredi que je vous remercie d'avoir suivi. On va se donner rendez-vous lundi avec le même plaisir. Surtout, portez-vous bien et passez un très très bon week-end, toujours en compagnie de nos différents programmes. À lundi pour ceux qui sont fidèles au réveil matin, à la grande matinale, et à dimanche pour ceux-là qui sont présents sur Dimanche, c'est politique.